Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de microéconomie. On va parler de la théorie du producteur. Alors, je vous dis tout de suite, ça va être plutôt une sorte d'introduction, la théorie du producteur. On pourrait même dire une sorte d'initialisation à la théorie, à cette fameuse théorie. Donc, je réponds surtout à un abonné, Nassim, qui m'a demandé donc de l'aide, qui m'a demandé donc une correction de plusieurs exercices de micro. Ces exercices, comme d'habitude, vous les retrouvez en description, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous tombez dessus. Alors je ne suis pas sûr, je vous dis tout de suite en parenthèse, que je vais faire une seule vidéo pour les 5 exercices. Je ne sais pas encore, on verra, parce qu'en fait c'est le premier exercice qui va nous demander le plus de travail, dans le sens où c'est celui avec le premier exercice que je vais devoir tout expliquer. C'est-à-dire, je vais expliquer au moins 50% de la théorie du producteur, et ensuite les autres exercices vont s'enchaîner assez rapidement et assez facilement. Donc le premier va nous demander beaucoup de temps, donc après voilà, je sais, peut-être que je ferai une vidéo pour le premier, puis une vidéo pour les suivants, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon je noterai partie 1 dans le titre, etc. Alors, donc on y va avec l'exercice 1, donc je vous dis, c'est celui qui va vraiment nous permettre de réviser beaucoup de notions concernant la théorie du producteur. Donc je m'adresse essentiellement donc à Nassim, à ses camarades, mais je m'adresse bien sûr à tous ceux qui sont intéressés par la correction de ces exercices. Donc ne soyez pas surpris si je prononce beaucoup le prénom de Nassim, puisque je lui réponds directement à lui. Alors donc l'exercice 1, on vous dit qu'on vous donne une fonction de production. Alors déjà je vais expliquer ce que c'est qu'une fonction de production. Donc K puissance 1/2 multiplié par L puissance 1/2. Alors une fonction de production, c'est quoi? La fonction de production, Nassim, elle nous donne la relation entre K et L, alors qu'on appelle comment? K et L, on les appelle des facteurs de production. Permets-moi les abréviations. Donc ce sont des facteurs de production avec K, le capital. Alors le capital, allez, on va prendre le cas le plus simple, des machines. Comme on est dans une introduction, une initiation, oui, d'ailleurs, une initiation, pas une initialisation. une initiation, on va prendre l'exemple des machines. D'ailleurs, dans tout l'exercice, je prendrai le cas d'une boulangerie. Ok, donc pour illustrer les éléments théoriques de la théorie du producteur, je prendrai l'exemple d'une grosse boulangerie qui a plusieurs machines pour fabriquer son pain et plusieurs employés. Et elle, c'est le travail. Ok. Donc en microéconomie, nous considérons que pour produire quelque chose, eh bien, il suffit d'avoir du capital et du travail, selon, bien sûr, des proportions différentes. On verra tout ça par la suite. Et vous vous doutez bien, tu te doutes bien, Nassim, que l'utilisation de capital et de travail te permet de faire quoi? Te permet de produire. Donc, en employant donc, des machines à fabriquer du pain, et à côté, on va dire, des artisans employés qui, eux, fabriquent aussi du pain, mais de manière artisanale, et ben, ces deux-là nous permettent donc de fabriquer une certaine quantité de pain. Donc, cette relation-là, K puissance 1/2 multiplié par L puissance 1/2, va tout simplement nous donner un niveau de production. Bon, je vais mettre en abrégé. OK? Donc, en utilisant un certain nombre de machines et un certain nombre de travailleurs, eh ben, je vais produire un certain nombre de baguettes. On va se limiter aux baguettes, on ne va pas commencer à prendre des croissants, etc. OK? Alors, donc, le niveau de production, alors d'ailleurs, il y a des... Parfois, certains préfèrent le noter Q. OK? Q dans le sens quantité produite. Donc, c'est un synonyme, niveau de production. Tu peux aussi l'appeler la quantité produite. Bon, j'écris pas très bien, mais bon, je pense que c'est quand même compréhensible. Donc, on va prendre un exemple. Imaginons donc que la boulangerie, l'employeur utilise 4 machines pour fabriquer son pain, et qu'à côté, il a 9 artisans boulangers qui aussi fabriquent du pain. Eh bien, la combinaison avec cette fonction de production, la combinaison donc de ces deux quantités de facteurs de production, nous permettra donc de produire, je remplace K, donc 4 puissance 1/2 multiplié donc par 9 puissance 1/2, ce qui fait 2 fois 3, ce qui fait 6. Alors, on est dans un exercice théorique, Nassim, on va dire 6 baguettes, mais bon, on pourrait dire 6000, ou 600 si tu veux, peu importe. Ok. Donc, en utilisant 4 machines et 9 artisans boulangers, on produit 6, 600 ou 6000, peu importe les unités. Bien.
Donc là, tu as la compréhension de ce qu'on appelle une fonction de production. Okay, alors je vais devoir l'effacer, hein, parce que sinon, pour la suite, ça va être compliqué. Donc déjà, note ça, mets sur pause, note ça, et si tu as compris ça, ça devrait aller. Donc je vais garder que la fonction de production visible, on va dire. Bien. Alors la question 1, je préfère te le dire, je trouve qu'elle est un peu dans le désordre. Je trouve que ton enseignant, il aurait dû poser la question, on va dire, de manière un peu différente, ou pas forcément de manière différente, mais pas dans cet ordre-là. Donc, en fait, tu vois, dans la question 1, il y a plusieurs sous-questions. Alors, je vais répondre à la question, mais je vais répondre de manière désorganisée, quoi. Je ne vais pas suivre l'ordre des sous-questions, parce que pour moi, elles sont mal posées. Mais t'inquiète pas, on va comprendre l'essentiel de cette question. Alors, en gros, cette question, elle se résume à une chose, c'est qu'on te demande l'équation de l'isoquant pour un niveau de production qui vaut 4. Okay. Donc on te dit, on fixe la quantité produite à 4. Alors, tu es d'accord avec moi que du coup, si la quantité produite est de 4, bah, je peux remplacer f de KL par 4. Et donc, ma fonction devient 4 égale K 1 demi, L 1 demi. Alors, je ne vais pas tout expliquer directement, on va le faire et tu vas comprendre la logique après. Ok Nassim? Moi, ce que j'ai envie de faire ici, avec cette fonction, c'est d'exprimer K en fonction de L. Et tu verras pourquoi. Hein, donc d'exprimer la quantité de capital en fonction de la quantité de travail. Alors mathématiquement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, car je vais faire passer le L 1 demi de l'autre côté. Donc comme c'est une multiplication, il va devenir division. Donc j'aurai 4 divisé par L puissance 1 demi égale K puissance 1 demi. Je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas qu'une puissance 1 demi, ça équivaut à une racine carrée. Autrement dit, ça équivaut à 4 sur racine de L égale racine de K. Hein, c'est la même chose. Et donc, tu es d'accord avec moi que pour faire disparaître la racine ici du K, je dois élever au carré. Donc, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Donc, à gauche, je dois aussi mettre du carré. Et donc, j'aurai K égale, donc 4 au carré, ça fait 16. Et racine de L au carré, ça fait. Voilà. J'ai une fonction. Ici, j'ai une fonction qui fait dépendre K de L. Ouais. Alors, Nassim, graphiquement, on va se poser une question. Tu sais, quand on a x, f de x, tu es d'accord avec moi qu'on met x en abscisse et on met f de x en ordonnée. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Ça veut dire qu'en ordonnée, je mets ce qui dépend de l'abscisse. La fonction dépend de x. Donc, ce qui dépend de quelque chose, ce dépend, constitue l'abscisse. Et c'est cette abscisse qui va venir déterminer les valeurs de l'ordonnée, les valeurs des images. Ici, tu es d'accord avec moi que K dépend de L. Hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord la valeur de L pour obtenir la valeur de K. Ça veut donc dire que K est dépendant de L. Et bien, du coup, si K est dépendant de L, K prendra la place de f de x et L prendra la place de x. Je me retrouve donc dans un repère, LK, où j'ai créé une fonction, où j'ai fait dépendre le capital de la quantité de travail. Mais tu vas voir pourquoi. Bon. Si on a une fonction, K égale 16 sur L, si c'est une fonction, bah, je peux tracer sa courbe. Alors comment on fait? Bah, on va prendre plusieurs valeurs. On va construire un tableau de valeurs. Regarde. On va mettre des valeurs de L, et puis on va obtenir les valeurs de K. Alors allons-y, on ne va pas trop s'embêter, on va prendre L1, 2, 3, 4, 5. Alors moi j'ai été jusqu'où? J'ai été jusque 8. Donc bon, on va s'arrêter à 7, parce que j'ai plus la place. Et ensuite tu vas remplacer. Donc tu vas faire 16 divisé par 1, donc ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Et ensuite, donc je t'épargne les calculs, je vais te donner les résultats. Donc ensuite, on va obtenir 16 tiers, 4, 3,2, 8 tiers et 16 septièmes. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as à faire? Bah, tu places les points. Donc L égale 1. Hop. Donc K, c'est le maximum. Donc je vais mettre ici. Donc bon, je ne suis pas à l'échelle, hein, Nassim, mais tu comprends l'idée. Si tu as des carreaux, toi, fais-le à l'échelle. Donc je place mon premier point, ensuite je prends 2, et je prends 8, donc on est ici, hop. Je place mon deuxième point,
Tu places tous tes points et tu verras, parce que tu verras parce que ce sera toujours comme ça, je te le dis tout de suite, tu vas obtenir une courbe comme ça. Ouais. Ce que je viens de faire, Nassim, j'ai créé une fonction k qui dépend de L et je l'ai représentée graphiquement dans un repère LK, k en ordonnée puisque k dépend de L. Eh bien, cette courbe que j'ai tracée, ça s'appelle un isocan, Nassim. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, là, j'ai plus ou moins répondu à la question 1. Pourquoi? Bah, ça, c'est l'équation de l'isocan. Donc, c'est l'équation de l'isocan. Mais attention, Nassim, c'est l'équation de l'isocan pour un niveau de production qui vaut 4. Ok, tu verras pourquoi. Donc, c'est l'équation de l'isocan pour Q égale 4. Et là, tu as la représentation graphique de l'isocan. Ouais. Alors, c'est là où je veux en venir. Ok, c'est là le plus important, puisque j'ai dit que ça, c'est l'équation de l'isocan pour Q égale 4. Mais si Q avait pris une autre valeur, alors, allons-y. Bon, ça, c'est pas la question, hein, là, c'est un plus. Hein. Imaginons qu'on avait dit plutôt, moi, non, je veux Q égale 6. Bah, on aurait repris donc la fonction, on aurait écrit 6 égale, permets-moi de mettre tout de suite les racines carrées, hop, on aurait fait 6 divisé par racine de L, et on aurait obtenu une autre équation d'un autre iso. J'ai toujours un doute sur le masculin, non, c'est bien un isocan. Hein, ouais. Donc, on aurait obtenu une équation d'un autre isocan, et on aurait obtenu 36 sur L. Et tu te doutes bien que là, on a 16 sur L, là, on a 36 sur L. Ça veut dire que ça t'aurait donné d'autres valeurs. Tu es d'accord avec moi? En fait, on a une autre fonction. Cette autre fonction t'aurait donné une autre courbe. Alors, je vais te poser une question très simple, Nassim. La quantité produite ici, elle est plus grande que celle-ci. D'après toi, si je produis plus, est-ce que mon isocan, elle sera au-dessus de celui-ci ou sera en dessous? Bah, on se doute qu'elle sera au-dessus, mais tu peux le faire. Hein. Refais un tableau de valeur avec cette fonction-là et tu verras que les points seront au-dessus et tu auras quelque chose comme ça. Donc, cet isocan, Nassim, tu es d'accord avec moi, en noir là, je vais faire le L plus petit. Hop. Cet isocan, il est vrai pour Q égale 4. Et celui que j'ai fait en vert, c'est l'isocan pour Q égale 6. Alors, tu as déjà une première propriété des isocans, c'est qu'il y a une infinité d'isocans. Selon la valeur de la production que je prends, Q égale 6, Q égale 7, Q égale 8, Q égale 10 000, Q égale 1 million, j'ai une infinité d'isocans. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Mais qu'est-ce que c'est que l'isocan? Qu'est-ce que ça... Ok, vous avez montré mathématiquement, ok, c'est bien, moi je pense que tu as compris comment on détermine l'équation d'un isocan. Je crois que tu as compris comment on représentait les isocans. Tu as compris aussi que plus on produisait, bah, plus en fait on montait, et moins on produisait, donc on aura des isocans de plus en plus bas. Ok, mais c'est quoi un isocan? L'isocan, on va rester concentré sur le noir. Et on va rester concentré uniquement sur les deux points là que j'ai pris, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que nous disent ces deux points? Ces deux points nous disent en fait, Nassim, qu'en utilisant un employé et 16 machines, je produirai 4 unités. Mais si j'utilise 2 travailleurs et 8 machines, je produirai aussi 4 unités. Et si je choisis 5 travailleurs et 3,2 machines, je produirai 4 unités. Autrement dit, l'isocan, ça te donne l'ensemble des combinaisons de travail et de capital qui te permettront toujours de produire la même chose. C'est l'ensemble, note-le, mais je pense que tu l'as dans ton cours, hein, c'est l'ensemble des combinaisons d'une certaine quantité de travail et de capital qui assure un niveau de production qui est fixé. C'est-à-dire que si l'employeur veut produire 4, il existe tout un tas de combinaisons de travail et de capital possibles. S'il veut produire 6, il existe tout un tas de combinaisons de travail et de capital. Ok? Plus ou moins de travail, plus ou moins de capital, qui me permettront donc de produire une certaine quantité de travail. Et ça, c'est cette équation qui me permet de le savoir. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'isocan. J'ai répondu à la question 1, hein, là. Mais je te dis, c'est dans le désordre. Mais j'ai répondu à la question 1. Ouais. Bon. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à dire sur l'isocan, mais je pense que c'est déjà pas mal. N'oublions pas que c'est une vidéo introduction, donc on va se contenter de ça.
Je ne veux pas commencer à expliquer pourquoi la forme de l'isoquant est convexe, des choses comme ça. C'est pas nécessaire. Bon, vous mettez sur pause? Ouais. On va passer à une deuxième notion fondamentale, les rendements d'échelle. Et là, encore une fois, on va l'expliquer très simplement. Bien. Alors oui, donc on te demande de déterminer en gros les rendements d'échelle. Mais d'abord, avant, tu me connais, moi je vais te définir simplement ce que sont des rendements d'échelle. Alors, imaginons que dans ma boulangerie, donc j'utilise 2 machines et que j'utilise 10 employés. Ok? Et l'employeur se dit, à un moment donné, tiens, si je doublais, écoute bien, hein, parce qu'il faut vraiment suivre, si je doublais ma quantité de machines, donc de capital, et aussi ma quantité de travail. Donc, si je multipliais par 2 ma quantité de machines et aussi ma quantité de travail. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il y aurait 4 machines et, moi je vais mettre 4K plutôt. Donc, il y aurait 4 machines et 20 travailleurs. Et là, l'employeur, il est intéressé par quoi dans sa tête? Qu'est-ce qu'il peut se dire? Il peut se dire, ok, j'ai multiplié par 2 mon capital. J'ai multiplié par 2 mon travail. Et bien là, dans ces cas-là, dans sa tête, il y a 3 options possibles. Il va se dire, en ayant fait ça, est-ce que je vais simplement doubler ma production? C'est-à-dire que ma production va augmenter dans les mêmes proportions que mes facteurs de production? Est-ce que ma production va plus que doubler? Elle va par exemple être multipliée par 3, multipliée par 4. Ça, c'est génial. Hein. Je donnerai ensuite les noms, hein, comment on appelle ça. Ou bien, malheureusement, hein, c'est un cas un peu plus triste, en ayant doublé sa quantité de facteurs de production, il va moins que doubler sa production. Donc, il y a 3 options possibles. Ok, donc il y a 3 options. Soit la production, elle aussi, va être multipliée par 2. Soit la production, alors je note comme ça, hein, permets-moi de l'écrire comme ça, elle va être multipliée par plus que 2. Soit la production, elle va être multipliée par moins de 2. Eh bien, ces 3 cas, ça porte des noms. Dans le premier cas, ensuite je vais théoriser, hein, tout ça, je vais théoriser. Dans le premier cas, on dira que les rendements d'échelle sont constants. C'est-à-dire que la production a été multipliée de la même proportion que les facteurs de production. Les rendements d'échelle sont constants. Ici, on dira que les rendements d'échelle sont croissants. Et ici, on dira que les rendements d'échelle sont décroissants. Attention Nassim, et attention à tous ceux qui m'écoutent. Nous parlons de rendement d'échelle que si les facteurs de production sont multipliés dans les mêmes proportions. Autrement dit, je vais prendre le cas inverse. Si tu avais multiplié par 2 ton capital et par 3 ton travail, nous ne pouvons pas parler de rendement d'échelle. Les rendements d'échelle, la règle est claire et nette. Les rendements d'échelle n'existent que si les facteurs de production sont multipliés par la même valeur. Par 2, 3, 4, 5, tout ce que tu veux. Ouais. Et ensuite, on regarde la conséquence sur la production. Et là, tu as les 3 cas. Rendement d'échelle constant. Donc, de manière plus générale, on dira que si les facteurs de production sont multipliés par alpha, alors alpha, c'est là, c'est par exemple, dans mon exemple, ça vaut 2. Tu vois? Alpha, c'est le réel qui multiplie les facteurs de production. Et bien sûr, le alpha est le même, comme je l'ai dit, pour le travail et pour le capital. Okay? Donc, si, dans ma fonction de production, je multiplie mes facteurs par alpha, okay? J'aurai donc 3 possibilités.
En fait, à la fin, tu verras, on va le faire avec cet exemple, mais là je le fais de manière théorique, on va obtenir quelque chose, alpha puissance n, de f de kn. Voilà. C'est-à-dire, on va, tu verras après avec l'exemple, tu vas mieux comprendre, mais on trouvera quelque chose comme ça. Donc, en faisant multiplier les facteurs donc, de production par alpha, à la fin, on va retrouver la production de départ, et on aura alpha avec une certaine puissance. Ça veut donc dire quoi, Nassim? Bah, ça, c'est la production, CQ. Hein? Et donc, la production, elle était d'accord, elle est multipliée par ça. Ouais. Eh bien, c'est ça, c'est le alpha puissance n, qui va nous permettre de savoir dans quel cas on sera dans les rendements d'échelle constants, croissants ou décroissants. Et il y a une propriété très simple, je te la donne tout de suite, comme ça c'est clair. Si petit n est égal à 1, alors les rendements d'échelle seront constants. Si petit n sera plus grand que 1, ce sera croissant, et n plus petit que 1, ce sera décroissant. Et après, je te donnerai encore un autre moyen de le savoir encore plus simple. Bon, donc note ça, ça c'est juste la partie théorique. Ok, donc je répète, j'ai multiplié mes facteurs de production par alpha, ma production a été multipliée par un alpha puissance n, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la puissance n. Parce que regarde, Nassim, je vais te prendre l'exemple du constant. Si n est égal à 1, ça veut dire que la production a aussi été multipliée par alpha, puisque alpha puissance 1, c'est alpha. Donc ça veut bien dire que la production a été multipliée par la même quantité que les facteurs de production. Alors que si n est plus grand que 1, ça, ce sera plus grand que alpha. Parce que alpha au carré, par exemple, c'est plus grand que alpha. Et donc, on est bien dans le cas décroissant, la production aura plus augmenté que les facteurs. Et je te laisse bien sûr deviner pour le dernier, c'est aussi facile si la puissance est plus petite que 1. Eh bien, faisons-le donc avec notre exemple. On va appliquer ça, hein, et tu vas voir sur quoi on va tomber. Donc, je multiplie L et K par alpha. Alors, attention, Nassim, je te le dis tout de suite. Note-le en rouge, tout ce que tu veux. Les alphas rentrent dans la puissance. C'est-à-dire que ne me fais pas ça. C'est faux. Hein. Le alpha, il rentre dans la puissance. C'est alpha K puissance 1,5. Ouais. Et donc, alpha L puissance 1,2. Alors là, Nassim, tu dois connaître les propriétés des puissances. Hein. Si deux choses se multiplient à une même puissance, hein, on peut distribuer la puissance. Donc en fait, on aura alpha 1,5, K 1,5. Et là aussi, alpha 1,5, L 1,5. Alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux alphas côte à côte. Donc on a alpha 1,5 fois alpha 1,5. Et on a K 1,5, L 1,5. La première chose, Nassim, que tu peux remarquer, c'est que ça, c'est ma fonction de départ. Donc ça, c'est f de K. Qu'est-ce que je peux faire avec les alphas? Alpha 1,5 multiplié par alpha 1,5. On a une même chose multipliée à des puissances, propriété des puissances. Qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les additionne. Autrement dit, ça fera alpha puissance 1,5 plus 1,5. Ça fait 1. Et donc, je vais les réécrire. Et donc, du coup, on aura quoi? On aura alpha puissance 1 multiplié par f de Kl. Autrement dit, Nassim, en ayant multiplié les facteurs de production par alpha, ma production a aussi été multipliée par alpha. Les rendements d'échelle sont constants. Bon, excusez-moi pour mon écriture, hein, c'est pas très propre. Je peux pas faire mieux. Franchement, si tu as compris ça, l'isocan, les rendements d'échelle, c'est déjà pas mal. Tu vas voir que les questions qui suivent, là, c'est plus facile. Ce sera de l'application mathématique pure, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Bien. Allez. Alors, donc la prochaine question, on te demande de calculer des choses qui sont intéressantes. Hein, tu vas voir, c'est ce qu'on appelle les productivités moyennes et les productivités marginales. Alors, étant donné que nous avons deux facteurs de production, on aura deux productivités moyennes pour chaque facteur et deux productivités marginales pour chaque facteur. Autrement dit, je vais faire comme ça. Hein.
on aura, alors moi je note comme ça, la productivité moyenne du travail, et on aura la productivité marginale du travail. On aura la productivité moyenne du capital. Bon, j'aurais pu commencer par le capital, mais on s'en fout. Et la productivité marginale du capital. Alors, la formule, elle est très simple. La productivité moyenne, c'est tout simplement la production divisée par le facteur de production. La productivité moyenne, c'est une moyenne. Okay, c'est-à-dire, en fait, ça va te dire, en moyenne, combien produisent chaque travailleur. C'est ça la question. La question qu'on se pose quand on détermine une productivité moyenne, c'est en moyenne, combien vont produire chaque travailleur. Parce que chaque travailleur ne produit pas la même chose. Ça, c'est le concept de productivité marginale. Je vais te l'expliquer vite fait, mais bon, on est plus dans une vidéo correction que cours, mais je vais quand même t'expliquer vite fait ce que c'est. Mais retiens que tous les travailleurs ne produisent pas la même chose. Mais si on fait une moyenne, on obtient la productivité moyenne. Tu comprends? Bon. Ah ouais, c'est une moyenne. Donc, bah, écoute, il suffit de remplacer Q. Je t'avais dit dès le début que Q, c'est la fonction de production. Donc, c'est K1,5 multiplié par L1,5 sur L. Alors, je peux décomposer, regarde, je ne vais pas aller trop vite, donc je peux écrire que ça fait K1,5 multiplié par L1,5 sur L. Ouais, c'est pareil, hein, ça. L, tu es d'accord avec moi, c'est L puissance 1. Ouais, bon. Et donc ça, je peux écrire que ça fait K1,5 multiplié, alors L, on a L1,5, L puissance 1 en bas. Tu sais, la CIM, tu as le droit de faire passer, quand c'est comme ça, quand tu as la même chose avec deux puissances différentes, tu as le droit d'en faire passer une soit en bas, soit celle du haut en bas, soit celle du bas en haut. Mais à une condition, c'est que tu dois changer le signe de la puissance. Si la puissance est positive, elle va devenir négative. Autrement dit, regarde, 1,5 c'est plus petit que 1. Donc je vais faire passer le 1,5 en bas. Ça veut dire qu'il va rester 1 en haut. Et en fait, en bas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai L puissance 1 multiplié par L, mais puissance moins 1,5. Tu vois, le L1,5 en haut, il est passé en bas, donc sa puissance a changé de signe. Et du coup, ça, je peux additionner hein, les puissances. Donc j'aurai K1,5 multiplié par 1 sur L. Alors, on additionne les puissances. Hein. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Ouais. Et donc, si je remets sur une même fraction, j'aurai K1,5 sur L1,5. Voilà la productivité moyenne. Bon, là bien sûr, on ne t'a pas donné de valeur. Donc, c'est sa forme générale, hein, sa forme théorique. Après, si on te disait, tiens, K vaut 5 et L vaut 10, et tu remplaces et tu obtiendrais la productivité moyenne. Alors regarde, on va faire la même chose pour le capital, on fera les productivités marginales après. Donc, c'est la même chose, mais avec le capital, donc c'est la production divisée par la quantité de capital, donc ça répond à la question, en moyenne, que produisent chaque unité de capital. Hein, donc, dans notre exemple de la boulangerie avec les machines, ça voudrait dire, en moyenne, combien produisent chaque machine. Hein, combien de pain produisent chaque machine. Donc, rebelote, hein, on va remplacer. Donc, ça fait K1,5 multiplié par L1,5 sur K. Ça fait K1,5 sur K multiplié par L1,5. Et là, tu as compris le principe, ça va être exactement la même chose. Le K1,5, je vais le faire tomber en bas. Donc, on aura K multiplié par K puissance moins 1,5. Hop. Donc, ça fait 1 sur, j'additionne les puissances. En fait, tu comprends, en fait, on obtient le corollaire. Hein, oui, on obtient les puissances sont les mêmes pour K et L, donc on obtient la même chose, mais à l'envers. Inversé, quoi, plutôt. Et donc, ça fait L1,5 sur K1,5. Voilà la productivité moyenne du capital pour cette entreprise. Tu verras que ces fonctions de production, mais ça, on le verra, je crois que c'est dans l'exercice 5. Ces fonctions de production, là, avec les facteurs de production qui ont des puissances, elles sont très intéressantes. Elles sont très utiles en économie de manière générale, mais ça, je te l'expliquerai dans l'exercice 5. Mais garde en tête, en fait, que tu utiliseras quasiment toujours, sauf dans l'exercice 2, bon, on va voir, c'est un exercice un peu spécial, mais on utilisera quasiment toujours des fonctions avec des puissances au niveau des facteurs de production.
Bon, c'est la productivité moyenne. Les productivités moyennes, c'est pas très intéressant. C'est utile, hein. C'est utile. Ça nous permet de comprendre certains principes de rendement d'échelle, etc. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans la théorie, hein. Alors, on va déterminer donc les productivités marginales. Ah oui, je t'avais dit que pour les rendements d'échelle, je pouvais te donner une autre petite astuce. Je vais te la donner maintenant, hein. Donc, on va reprendre, c'est rapide, hein. En fait, dès le début de l'exercice, tu peux savoir, dès le début de l'exercice, écoute bien, tu peux savoir si les rendements d'échelle sont croissants, décroissants ou constants. Dès que tu as ta fonction de production, tu lis ton exercice, tu tombes sur ta fonction de production. La première chose que tu fais, Nassim, c'est que tu additionnes les puissances, ici, là. Tu additionnes les puissances des facteurs de production. Si la somme des puissances est égale à 1, les rendements d'échelle sont constants. Si la somme des puissances est plus grande que 1, les rendements d'échelle sont croissants. Et si la somme des puissances est plus petite que 1, les rendements d'échelle sont décroissants. Dès le début, tu peux le savoir. Bien sûr, c'est pas une démonstration mathématique, ce que je viens de te dire. La démonstration mathématique, c'est celle qu'on a faite, un f de alpha L, alpha K, on remplace, on additionne, on regroupe, etc. Hein, voilà. Bon. Voilà, ça, je tenais aussi, voilà, je tenais à te donner cette petite astuce. Hein. Donc oui, on a dit, ah oui, les productivités marginales. Alors, on va prendre la productivité marginale du travail. Alors la première chose que tu dois savoir, Nassim, c'est que la productivité marginale, qu'elle soit pour le travail ou pour le capital, elle est forcément décroissante. En microéconomie, on considère qu'elle est décroissante. Enfin, voilà, dans la théorie, hein, elle est décroissante. Il y a peut-être quelques exceptions où tu pourrais tomber sur une productivité marginale croissante. Mais franchement, non. Ça m'étonnerait que tu tombes sur ce genre de cas. Ça veut donc dire que si je représentais la productivité marginale en fonction du travail, hein, tu es d'accord avec moi, que la productivité marginale du travail dépend de la quantité de travail. Et bien en fait, tu aurais quelque chose qui ressemblera à ça, Nassim. Hop, voilà. Ça, c'est la représentation de la productivité. Alors tu vas me dire, attendez, vous avez mis un petit bout qui est croissant. Oui, parce qu'en fait, on considère que pour un nombre de travail faible, je sais pas, imaginons un travailleur, 2 travailleurs, on considère que oui, elle croît un tout petit peu au début. Parce que forcément, quand tu es tout seul dans ta boulangerie et que tu fabriques ton pain, s'il y a un deuxième travailleur qui arrive, bah, on peut considérer que l'efficacité globale, elle va augmenter. Tu vois? Donc vraiment, pour les premiers travailleurs, elle peut être un petit peu croissante, mais elle va vite décroître. Et ça s'explique, en fait, ça s'explique pas vraiment, c'est une théorie. C'est quelque chose qui est admis en microéconomie. Alors regarde, je vais te prendre un exemple, mais peut-être pas avec la boulangerie, je vais prendre l'exemple avec un champ agricole. Alors imaginons que sur ton champ agricole, tu as 3 personnes qui cultivent, okay, qui cultivent les tomates. Et puis, tu embauches un 4e, un 5e, un 6e. Il y a d'ailleurs 2 économistes qui avaient formulé ça avec une phrase qui était jolie, j'ai oublié la phrase, mais qui consistait à se dire en fait qu'à un moment donné, on va se marcher un petit peu sur les pieds, à être trop nombreux. Et donc, la théorie microéconomique, elle stipule, écoute bien, parce que c'est ça l'idée, elle stipule que chaque travailleur supplémentaire que tu vas embaucher va te permettre d'augmenter ta production, parce que sinon tu n'embauches pas. Bah, si tu embauches un artisan boulanger de plus, c'est pour produire plus de pain. Mais cet artisan boulanger que tu viens d'embaucher, il produira forcément moins que le précédent. Je répète, de manière peut-être différente, la théorie microéconomique standard, hein, celle qu'on étudie à la fac, etc., nous stipule que chaque travailleur supplémentaire va permettre d'augmenter la production, mais il produira moins que son collègue qui a été embauché juste avant. Ça veut donc dire, en exemple, que le 5e travailleur produira moins que le 4e. Le 6e produira moins que le 5e. Le 7e produira moins que le 6e. Ça explique la forme décroissante de la productivité. Chaque unité de travail fera baisser la productivité marginale du travail. La productivité marginale du travail, c'est ce que produit, on peut vraiment l'exprimer comme ça en langage très facile, c'est ce que produit le dernier travailleur. Le dernier travailleur embauché. On va le dire comme ça simplement. Ok? Donc la productivité marginale du travail répond à la question. C'est la production, on peut aussi l'exprimer, on va dire peut-être d'une manière un peu plus théorique, quoi.
c'est la production supplémentaire apportée par un travailleur supplémentaire. Voilà. Là, je l'ai dit de manière un peu plus scientifique, plus conventionnelle. Ça, c'est plus joli, on va dire. Voilà. Ça, c'est un peu le langage de bistrot, et bon, là, c'est un langage plus scientifique. Mais c'est la même chose, en fait, ça veut dire la même chose. Ok, donc c'est ce que va produire en plus le dernier travailleur qui va arriver. Mais il produira forcément moins que le précédent. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, la productivité marginale du 6e, elle sera forcément inférieure à la productivité marginale du 5e. Enfin, tu as compris le principe. Ça va, hein, j'espère que bon, ça, on a déjà une bonne demi-heure là, juste pour à peine 3 questions, encore on l'a pas fini. Donc regarde Nassim, juste en langage mathématique, ce que produit en plus un travailleur en plus. On est sur un terme de variation là en mathématiques. Hein. Une production supplémentaire, c'est la variation de la production. Hein. Donc ce que produit la production supplémentaire, en gros, c'est la variation de la production. Hein, c'est voilà. Hein, c'est la production qui varie. Par rapport à quoi? Par rapport à la variation du travail. C'est ça la productivité marginale du travail. Je vais donner une autre formule. J'arrive. Donc la productivité marginale du travail, c'est la variation. Regarde, c'est la variation de la production par rapport à la variation du travail. C'est ce qu'on a dit. Hein. Bon. Alors, tu sais qu'en mathématiques, une variation, ça implique aussi une dérivée. Une variation, c'est une dérivée en mathématiques. Donc, il y a une autre formule. C'est tout simplement la dérivée de la production par rapport au travail. C'est les mêmes. Ça, on l'utilisera plus si on a un tableau. Un tableau avec des valeurs. Ça, on l'utilisera si on a une fonction. Tu comprends? Les dérivées s'utilisent quand on a des fonctions et les variations s'utilisent quand on doit construire, établir des tableaux de valeurs. Et je crois que ça, c'est l'exercice 2, si je ne me trompe pas. Enfin, oui, enfin, voilà. Non, je ne crois pas qu'il y a des exercices sur celle-ci, mais oui. Mais enfin, retiens celle-ci, surtout Nassim, c'est celle-ci que tu vas beaucoup plus utiliser. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dériver ça, puisque ça, c'est ma fonction de production, par rapport à elle. Donc, pour respecter la notation de ton enseignant, on va plutôt dire que c'est la dérivée de f de KL par rapport à elle. Bon, c'est pas compliqué, hein, Nassim, il faut connaître les formules de dérivée. Si tu dérives par rapport à L, j'avais déjà fait une vidéo, hein, je pense que je t'avais expliqué ça. Si tu dérives par rapport à L, tu dois considérer K comme une constante. Alors, K, c'est une constante, c'est comme si ça valait 2. Donc, tu vas devoir dériver 2 fois X, 2 fois L, puissance quelque chose. Donc, la constante, elle va toujours rester, Nassim. Je peux te le dire autrement, si tu veux. Si tu préfères une méthode encore plus directe. Toute constante dans une dérivée, toute constante multiplicative ou divisible reste. Là, c'est une constante multiplicative, puisqu'elle multiplie. Et bien, elle reste. Toute constante multiplicative reste. Peut-être un jour, je ferai une vidéo avec plein d'exemples pour s'entraîner avec ça. Et ensuite, il te reste à dériver L puissance 1/2, puisque L, c'est ta variable. Hein. C'est ce par rapport à quoi on dérive. Donc, ton L, c'est ton X. Alors, la dérivée de X puissance 1/2. X puissance N, donc c'est la puissance, multipliée par la variable X. Et on retire une puissance, donc 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. Tu peux laisser comme ça, hein, si tu veux. Tu peux laisser comme ça. Moi, personnellement, j'écrirais 1/2 de K puissance 1/2 sur L puissance 1/2. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'aise avec les propriétés des puissances, etc. Mais c'est pas. Voilà la productivité marginale du travail. Encore une fois, on te donnerait la valeur de K et la valeur de L, tu remplaces, et puis voilà. Bon, je ne vais pas te refaire toute la démonstration pour la productivité marginale du capital, c'est la même chose. Hein. Tout ce que je viens de dire ici, là, ça équivaut aussi pour le capital. Donc la productivité marginale du capital est décroissante, et ça répond à la question, c'est la production supplémentaire apportée par un capital supplémentaire. Donc la formule, c'est à peu près la même.
c'est-à-dire que c'est la variation de la production induite par une variation du capital. C'est donc la dérivée de la fonction de production, puisque nous, on a une fonction par rapport au capital. Et donc, on y va. Donc, cette fois-ci, L est une constante, L1,5, donc elle reste, puisqu'elle est multiplicative. Et je dérive K puissance 1,5, donc ça fait la puissance K, et je retire une puissance. Donc, tu peux laisser comme ça, ou bien tu notes. Voilà, c'est pas. Qu'est-ce que... Voilà. Il ne demande pas de... Ah oui, c'est ça. Après, il nous demande de remplacer... Ah bah tiens, en plus, ouais, après, il nous demande de remplacer par des valeurs. Donc, voilà. Bien. Donc, c'est justement la question 4. Là, en fait, il te demande de remplacer, de calculer donc, les productivités marginales pour K égale 4. Donc, tu vois, on va simplement remplacer. Et L égale 16. Donc, la productivité marginale du travail, je rappelle qu'on avait trouvé donc 1,5 de K, 1,5 sur L1,5. Donc, je remplace. Ça fait 1,5 multiplié donc, par 4 puissance 1,5 sur 16 puissance 1,5. Et tu vas trouver 0,25. Et puis, la productivité marginale du capital, bah, on l'a. Ça fait donc 1,5 multiplié donc, par 16 puissance 1,5 sur 4 puissance 1,5. Et donc, tu vas trouver 1. Voilà. Bon, là, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu remplaces. Ça, je rigole, mais c'est pas drôle. L'exercice 2, il va bien nous entraîner aux dérivés. Tu vois. Non, mais les exercices sont bien. Hein. Franchement, pour une introduction à la théorie du producteur, j'ai rien à dire sur les exercices. Par contre, mon tableau qui n'est pas droit, bon, c'est pas grave. Ça, un petit torticolis. Bien. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire sur les productivités marginales. Bon, je vous ai donné la définition. Non, c'est bien. Ah, alors encore une autre notion. On y va. Le TMST. Le taux marginal de substitution technique. On va oublier la signification du taux marginal de substitution technique. Je vais donner bien sûr la formule et puis en quoi ça consiste. Alors, le TMST, c'est tout simplement le rapport des productivités marginales. Voilà. On va commencer par la formule. C'est la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. Alors, tu vois, Nassim, l'employeur peut se poser encore d'autres questions que... Tu as vu, par rapport au rendement d'échelle, il s'était déjà posé beaucoup de questions. Mais là, il peut se poser encore une autre question. Il peut se dire, tiens, imaginons que je licencie, imaginons que voilà, ils produisent 1000 baguettes par jour. 1000 baguettes par jour. Et puis, il se dit, tiens, je licencierais bien quelques travailleurs, quelques artisans, boulangers. Donc, il va faire baisser son travail. Eh bien, il peut se poser la question de combien je vais devoir augmenter mon capital pour continuer à produire la même quantité. Eh bien, c'est ça, c'est l'objectif du TMST. Le TMST nous donne la réponse à ça. C'est-à-dire que le TMST va nous donner la réponse à la question lorsque je fais varier à la hausse ou à la baisse, lorsque je fais varier un certain facteur de production, de combien l'autre doit varier pour continuer à produire la même quantité, pour continuer à produire la même production, le même nombre de baguettes. Ok? Donc le TMST, pour le dire simplement, c'est la variation d'un facteur de production suite à la variation de l'autre facteur de production afin de maintenir le même niveau de production. Voilà. Ça, c'est... Là, je te l'ai fait encore une fois, je t'ai fait la version light, la version facile, vulgarisée. Mais c'est ça, le TMST. C'est pas pareil que les rendements d'échelle. Toi, les rendements d'échelle, c'est... On augmentait dans les mêmes proportions les facteurs de production et on se demandait de comment va varier la production, plus, moins, ou de la même manière. Là, c'est non. Là, c'est je fais varier
un facteur, de combien doit varier l'autre pour garder la même production. Donc ça veut dire quoi, Nassim? Ça veut dire que le TMST, alors il y aura deux choses. Le TMST, normalement, il est négatif, mais pas avec cette formule. Quand on utilise cette formule, le TMST est positif. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais la valeur absolue. Tu vois, en mathématiques, ce que c'est qu'une valeur absolue? Donc voilà, donc ne te pose pas trop de questions. Mais l'interprétation d'un TMST, c'est forcément négatif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Nassim, si tu diminues ton travail pour que tu produises la même chose, tu n'as pas le choix d'augmenter ton capital. Si tu diminues ton travail, tu es obligé d'augmenter ton capital pour conserver la même production. Parce que si tu diminues aussi ton capital, tu produiras moins. Moins de travail, moins de capital, ça fait moins de baguettes. Donc c'est pour ça que le TMST est négatif, parce que forcément les variations se font dans le sens inverse. Si l'une augmente, l'autre doit diminuer. Et inversement. Ouais. Bon. D'ailleurs, ça se voit sur le graphique de l'isocan. Tu vois l'isocan? On a LK. L'isocan, ici. Et on avait dit, par exemple, reprends la première question là avec Q égale 4. On avait l'isocan ici, Q égale 4. C'est décroissant. Justement, la décroissance, ça explique le sens du TMST. Bon, je te dis pas que le TMST, c'est la tangente à l'isocan. Je veux pas encore rentrer dans des trucs trop techniques comme ça. Je veux plutôt t'expliquer vraiment simplement. Mais tu comprends bien, tu vois que, regarde, si tu as ça, hop, ça, imaginons donc un travailleur et 5 machines. Ça te permet de produire 4 baguettes. Et bien regarde, si tu veux augmenter ta quantité de travail, et ben tu es obligé de baisser ta quantité de capital. Donc c'est la décroissance de l'isocan qui explique le signe du TMST. Mais la raison la plus logique, c'est celle que je viens de te donner. Si tu diminues un facteur, tu dois forcément augmenter l'autre pour conserver la même production. Voilà, mais retiens si tu veux qu'en fait que le TMST, c'est ça représente en fait les tangentes, les tangentes de l'isocan. Je pourrais donner une formule, mais je préfère pas. Sache que c'est pas très grave si tu fais l'inverse, Nassim. Tu peux faire PMK sur PML. C'est pas très grave. Mais la convention veut qu'on fasse PML sur PMK. Mais je te le dis, que si ton prof t'a donné ça, c'est bon aussi. C'est la même chose, c'est juste l'inverse. C'est juste l'interprétation qui sera différente. Bon, écoute. Donc, on va calculer sa forme théorique. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on va faire avec un exemple. Et comme ça, tu vas apprendre à interpréter un TMST. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Allez, on y va. Donc, on a déjà les formules de PML et de PMK, hein, Nassim? Donc, tu les reprends et puis on va les diviser. Donc, on avait... alors, je vais prendre quelle forme? Ouais, je vais prendre la première écriture. Donc, je vais prendre celle-ci. L moins 1,5 sur PMK. Donc, 1,5 de K moins 1,5. L, 1,5. Bon, Nassim, tu es d'accord qu'on n'a que des multiplications au numérateur et au dénominateur. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. On est d'accord? Oui. Donc, 1,5 sur 1,5. Ok, ça ira. Donc, il reste K 1,5, L moins 1,5, sur K moins 1,5, L 1,5. On va couper en deux, Nassim. Regarde. D'accord qu'on peut écrire ça comme ça? Ouais, c'est la même chose. J'ai coupé la fraction en deux. Ok, pas de problème. Mais au moins, j'ai regroupé les K et les L ensemble. Tu te souviens que je t'avais dit que tu pouvais faire passer des puissances en haut et en bas, à condition de changer le signe. Donc regarde, là, elle est négative. Le moins 1,5. Je vais faire passer au-dessus, au numérateur. Comme ça, elle va devenir plus 1,5. Donc j'aurai en fait K 1,5 multiplié par K 1,5. Tu vois, le K moins 1,5 qui est au dénominateur, je l'ai fait passer au numérateur. Donc il est devenu multiplication, forcément, mais sa puissance est devenue positive. Alors que L, je vais faire l'inverse, Nassim. L, garde, elle est négative en haut, donc le négatif, je vais le faire passer en bas. Et s'il te plaît, tu retiendras que c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Fais toujours passer les puissances négatives de l'autre côté. On va dire ça comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si elle est négative en bas, tu la fais passer en haut. Si elle est négative en haut, tu la fais passer en haut. Donc là, on aura 1. Et on aura donc L 1,5 fois L 1,5. Du coup, Nassim, propriété des puissances, K 1,5 fois K 1,5, ça fait K. Fois 1, ça fait K. Et L 1,5 fois L 1,5, ça fait L. Voilà ton TMST, Nassim.
Mais ça, on ne peut pas l'interpréter. Il nous faut des valeurs. Alors, ce qui est bien, c'est que ton prof te demande de le calculer pour k égale 4 et l égale 16. Bah écoute, là, je crois que c'est le calcul le plus simple au monde. Ça fait 4/16. Ce qui fait 0,25. Ce qui fait 0,25. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi l'interprétation, Nassim? Eh bien, écoute. Tu vas bien écouter, parce que c'est comme ça que... Attention, hein. Attention, Nassim. L'interprétation, elle est bonne, parce que j'ai utilisé PML sur PMK. Tu m'entends bien? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que si, encore une fois, je dis simplement, si le travail diminue de 1 unité, il faut augmenter le capital de 0,25 unités pour continuer à produire la même quantité, la même production. Si le travail diminue de 1 unité, le capital doit augmenter de 0,25 unités pour produire la même chose. Voilà, Nassim, pour l'exercice 1. Je pense que c'était déjà pas mal. Hein. Donc du coup, voilà, je ne ferai qu'une vidéo pour l'exercice 1. Ça sera la partie 1. De toute façon, dans la description, je mettrai les liens vers les parties 2, 3. Vous voyez, comme ne vous inquiétez pas, ça, vous allez facilement trouver les parties suivantes. Quoi. Bien voilà, donc je vous dis à très bientôt, hein, puisqu'on va se retrouver pour l'exercice 2, 3, 4 et 5. Mais, alors attention, attention, pour les vidéos suivantes, là, pour les autres exercices, je considérais que tout ce qu'on a fait, c'est acquis. Donc je ne vais pas répéter, je ne vais pas redonner les définitions, si, les formules, oui. Mais voilà, hein, vous comprenez. Hein. Pour moi, tout ça, c'est acquis. Donc révisez bien l'exercice 1, maîtrisez bien l'exercice 1 avant de passer à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est juste des dérivés, enfin c'est des petits calculs bidons. L'exercice 3, on va le corriger en exactement 3 minutes. L'exercice 4, il est un peu plus long parce que c'est un gros tableau à remplir. Je vois pas l'utilité de faire des tableaux aussi gros. Et c'est juste la deuxième question qui est intéressante. Et l'exercice 5, ce sera un résumé un petit peu de tout ce qu'on a fait. Allez, donc je vous dis à très bientôt. Hein. Bon courage.